Bitcoin dépasse les 120 000 $. Mais cette fois, pas d'euphorie, pas de tweet délirant, pas de mème, pas de FOMO. Juste un chiffre qui grimpe dans un silence presque technique. Et si c'était justement le signe que quelque chose de plus profond était en train de se jouer? Bienvenue dans Bloc à Bloc. Ici, on ne suit pas les tendances, on les déconstruit. Entre géopolitique, philosophie, technologie émergente et finance critique, ce podcast vous propose une lecture rigoureuse du monde qui vient. Pas de spéculation, pas de pensée toute faite, juste une pensée vivante, exigeante, lucide. Je suis Jonathan et je vous partage en temps réel mon propre cheminement. Le futur est en question. Allons voir bloc à bloc ce qu'il nous raconte. Bitcoin a longtemps été perçu comme une anomalie, trop instable, trop idéologique, trop en dehors du cadre. Et pourtant, il commence à servir de repère. Pas officiellement. Rien n'est gravé dans la loi, ni dans les rapports des banques centrales. Mais dans les faits, on sent que quelque chose se déplace. De plus en plus de gestionnaires de capitaux suivent discrètement un nouvel indicateur officieux, le Bitcoin. Pas pour le fantasmer, mais pour le mesurer. Certains ne cherchent plus à battre le S&P 500. Ils cherchent à battre Bitcoin. HODL égale productivité mondiale. Une formule un peu provocatrice, mais qui révèle un décalage. Celui qui a simplement conservé ses bitcoins pendant 5 ans a surpassé la grande majorité des portefeuilles actifs. Dans un monde où la création monétaire reste inflationniste, où les taux montent pour contenir ce qui s'est déjà diffusé, Bitcoin fonctionne comme un repère de sobriété. Alors, certains cherchent à l'ignorer, d'autres à le neutraliser, et quelques-uns tentent de le surperformer. Mais pour battre Bitcoin, il ne suffit plus de produire, il faut produire mieux, capturer plus efficacement les flux et offrir une trajectoire plus lisible. Ce n'est pas un verdict, c'est un déplacement, et ce déplacement est en cours. Alors certains n'ont pas cherché à battre Bitcoin, ils ont choisi de s'adosser à lui. C'est là qu'interviennent les Bitcoin Treasury Companies, des entreprises dont le modèle ne consiste plus simplement à croître ou à vendre, mais à accumuler du Bitcoin. Attention, il ne s'agit pas ici de firmes qui possèdent du Bitcoin dans un coin de leur bilan, comme Tesla ou Block. Non. On parle d'un modèle entier reconfiguré autour d'un objectif central, maximiser le nombre de Bitcoin par action. MicroStrategy est le cas emblématique, mais elle n'est plus seule. Metaplanet au Japon et une centaine d'autres sont en embuscade. Leur logique ? Déployer les outils traditionnels de la finance, c'est-à-dire émission d'actions, dettes convertibles, effet de levier, mais avec un but radicalement nouveau. Accumuler un actif dont la croissance potentielle dépasse toute autre classe d'actifs. Et ce faisant, elles brouillent les catégories. Sont-elles encore des entreprises classiques ou deviennent-elles des fonds Bitcoin déguisés en structure commerciale? La dialectique se pose. Est-ce une déformation du capitalisme d'entreprise ou une réinvention de sa fonction première, protéger la valeur dans un monde incertain? Ce qui est sûr, c'est que là où certaines entreprises vendent des produits, celles-ci construisent une exposition, essayent une nouvelle façon de penser l'efficacité économique. Non plus produire plus, mais accumuler mieux. Alors faut-il y voir une subversion du rôle de l'entreprise ou une réponse logique à l'incertitude structurelle? On ne tranchera pas, mais il y a une tension à observer, et peut-être une forme de sagesse à saisir. Dans ce paysage, une entreprise fait figure de pionnière et de laboratoire, MicroStrategy. Pas seulement parce qu'elle a accumulé plus de 200 000 bitcoins, mais parce qu'elle a conçu un système où la dette alimente l'achat, et l'achat renforce la valeur, ainsi que le qui, jusqu'ici, semble tenir. Elle repose sur une idée simple. Si Bitcoin est appelé à s'apprécier durablement, alors il faut s'endetter dans une monnaie qui se déprécie pour acheter un actif qui se raréfie. Le levier devient une arme, non pas de court terme, mais de souveraineté monétaire. Concrètement, MicroStrategy émet des obligations convertibles
des instruments hybrides entre dettes classiques, c'est-à-dire les obligations à intérêt, et options d'achat d'actions. Cela permet aux investisseurs d'être remboursés soit en cash, soit en actions de la société, selon ce qui est plus avantageux pour eux. Ce montage produit une asymétrie, c'est-à-dire une situation où les gains potentiels sont supérieurs aux pertes attendues. Si le Bitcoin baisse, l'entreprise reste solvable, car elle ne vend pas ses Bitcoins. Si le Bitcoin monte, la capitalisation de MicroStrategy grimpe plus vite que son stock de Bitcoin, grâce à la prime MNAV, Market Net Asset Value, soit la valeur marché du portefeuille de Bitcoin par rapport à la capitalisation boursière. On assiste alors à un phénomène singulier. Le marché finance une entreprise qui n'a pour seul objectif que d'accumuler un actif que ce même marché valorise au travers de cette accumulation. Dans cette architecture subtile, les acteurs institutionnels ne sont pas restés indifférents. Car derrière la mécanique de MicroStrategy, ils entrevoient une passerelle. Une possibilité d'exposition maîtrisée à un actif encore considéré comme trop sauvage pour leur mandat traditionnel. Ce qui était encore marginal hier attire aujourd'hui les regards les plus orthodoxes. Fonds de pension, gestionnaires de portefeuille, caisses de retraite. Des acteurs habitués aux obligations d'État et au rendement stable commencent à explorer les chemins tracés par MicroStrategy. Pourquoi ? Parce que leur modèle leur parle. Ils mobilisent les outils qu'ils connaissent, la dette, les coupons, le rendement, etc. Mais au lieu d'adosser ces instruments à un gouvernement, ils les adossent à du Bitcoin. C'est un pont entre deux mondes. La discipline du marché obligataire est la promesse d'un actif monétaire rare et non inflationniste. Le résultat, un Bitcoin qui devient investissable, même pour ceux qui n'ont ni wallet ni clé privée. Un Bitcoin rendu compatible avec les contraintes institutionnelles. Et là encore, pas de jugement, mais juste un constat. Le marché trouve des formes d'intégration. Il ne cherche pas toujours à remplacer, parfois il recompose. Alors, faut-il s'en réjouir ? S'en méfier ? Peut-être simplement le suivre de près. Car cette hybridation entre Bitcoin et finances traditionnelles pourrait bien redéfinir les frontières de l'épargne et du pouvoir monétaire. Alors, si les entreprises empruntent la voie Bitcoin, pourquoi pas les États ? En mars 2025, un executive order signé par Donald Trump marque un tournant. Les États-Unis annoncent la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Lors du Strategic Bitcoin Reserve Summit du 15 avril, Matthew Siegel dévoile un concept inédit. Des obligations du Trésor américain adossées partiellement au Bitcoin. Baptisées BitBonds. Ces obligations d'État, d'une durée de 10 ans, seraient composées à 90% de dettes classiques, des bons du Trésor, et 10% de Bitcoin conservés en réserve stratégique. Une formule hybride pensée pour séduire à la fois le Trésor et les investisseurs internationaux. L'idée est simple. Si le Bitcoin s'apprécie, il peut compenser, voire dépasser, le coût des intérêts et alléger la charge de la dette. Dans le cas américain, ces BitBonds répondent à une urgence, refinancer 14 000 milliards de dollars de dettes d'ici 3 ans, tout en amorçant une intégration progressive du Bitcoin dans les outils de politique publique. L'objectif est double. Pour l'État, tester le Bitcoin comme outil de couverture ou de rendement sans bouleverser l'architecture budgétaire. Pour l'investisseur, capter la performance du Bitcoin sans exposition directe, ni garde personnelle des clés privées. Est-ce une stratégie d'intégration, une adaptation ou l'émergence d'un nouveau compromis budgétaire ? On pourrait y voir une nouvelle étape dans un processus discret mais structurant. L'inclusion progressive de Bitcoin dans les mécanismes budgétaires et monétaires traditionnels. C'est là que la tension devient intéressante. Un actif historiquement perçu comme anti-système se retrouve mobilisé dans le financement de ce même système. Non pas comme une opposition frontale, mais comme un élément parmi d'autres dans la redéfinition de l'architecture financière contemporaine. On ne sait pas encore jusqu'où cela ira. Peut-être n'est-ce qu'un moment, une tentative passagère d'intégration, ou peut-être est-ce un tournant plus profond. Mais ce qui est certain, c'est que ce mouvement soulève des questions sur la dette, sur la valeur, sur les rôles respectifs des marchés, des entreprises et des États dans la recomposition monétaire en cours.
Et si l'avenir du Bitcoin n'était ni une utopie libertaire, ni une absorption institutionnelle, mais un processus mouvant, fait d'aller-retour, de friction et d'adaptation. Alors restons vigilants, pas pour défendre une posture, mais pour continuer à penser à chaque étape, ce qui est en train de s'articuler, parfois sans bruit, dans les fondations de nos économies. Car c'est peut-être là que ça se joue, dans le non-dit, dans les structures et dans ce que l'on n'avait pas prévu. Et si le plus grand changement monétaire de ce siècle ne se faisait pas à la banque centrale, mais dans l'architecture même de la dette? Nous le savons pas encore, mais l'hypothèse mérite qu'on l'explore et qu'on l'observe, les yeux ouverts, sans fascination ni rejet, avec cette lucidité critique qui permet de voir venir ce qui ne fait pas de bruit. Car c'est peut-être ça le vrai bull run, quand la narration s'efface et que l'infrastructure prend le relais.